Ce fut par un jour comme celui-ci, il y a de cela 34 ans que tout a commencé. Des milliers de morts et des centaines de manifestations plus tard, on t'attend encore démocratie et on ose à peine te rêver liberté. Que reste-t-il des idéaux de nos 20 ans ? On se croirait dans un mauvais James Bond. Pour commencer, bon baiser de Russie, Lisa McClain et d'autres membres du Congrès, républicains et démocrates, crient au scandale. L'idylle militaire entre Alger et Moscou, en pleine guerre de l'Ukraine, nécessite représailles. 26 sénateurs américains appellent aux sanctions contre Alger pour un achat d'armes en provenance de Moscou, et ce, pour une valeur de 7 milliards de dollars, faisant de l'Algérie le 4e meilleur client de la Russie. Si ce n'est que ce fameux achat date de 2021, donc antérieur à la guerre en Ukraine. Oups! Propos certes vite recadrés par Washington qui se veut rassurant quant aux relations entre les deux pays. Mais on se rappelle tous de la fiole de Colin Powell et qui a causé la perte de l'Irak. Et comme il n'y a pas de fumée sans feu, sommes-nous en train d'assister aux prémices d'un brasier, ce cafouillage comme tend à le faire passer Washington? Serait-il un aveu de convoitise de certains lobbies? Ou est-ce un test de rapport de force sur l'échiquier de la géopolitique de l'énergie? Intervenant à l'ouverture de la plénière, le président de l'APN a affirmé que l'Algérie avance sur la voie de la véritable pratique démocratique. Peut-on parler d'une avance sur la voie de la pratique démocratique quand son essence même est compromise par l'absence d'une liberté d'expression? Est-ce que les représentants du peuple pensent à une partie de ce même peuple, toujours sous les verrous? Est-ce que l'APN reste fidèle à ses pratiques du temps de Bouteflika, pratiques déjà condamnées lors du Hirak? Et dans ce cas-là, est-ce que le gouvernement de Tebboune a réellement besoin d'une APN miroir, insipide, lui en quête d'une légitimité populaire? La semaine politique de Sophia Harris. Mise en image par Mehdi M. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. On se retrouve de nouveau ce mercredi pour votre café presse politique afin de débattre de l'actualité de la semaine. Pour en parler avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Jafar Lakhdari, consultant en économie. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ainsi que Monsieur Abdelaziz Lourguioui, secrétaire général de l'UCP. Bonsoir. Avec nous également Abdelkrim Dahmen, ancien député et cadre du MSP. Bonsoir. Merci monsieur. Et monsieur Qadi Hssen, journaliste. Donc, on ne peut pas présenter une émission un 5 octobre 2022 sans penser au 5 octobre 88, une date, donc il y a 34 ans, il était une fois octobre 88. Chacun l'a qualifié à l'époque de chahut de gamin, de révolte, de révolution, d'un ras-le-bol, d'une crise économique, mais ça a été un tournant dans l'histoire de notre pays. Que reste-t-il d'octobre 88? Les acquis étaient le pluralisme politique, c'était les syndicats, les médias. Que reste-t-il, Monsieur Qadi, d'octobre 88? Ah, c'est moi qui commence. Oui. Aujourd'hui, c'est vous. Que reste-t-il? Moi, j'ai juste rapidement envie de livrer un sentiment qui m'est parvenu cette semaine, qui est terrible, hein, qui est le suivant. Octobre 88 nous a amené un grand bond en avant en termes d'ouverture démocratique. La pratique de la presse, c'est encore un acquis ténu, hein, qui tient un fil, mais qu'on a encore jusqu'à aujourd'hui. Le pluralisme des partis, MSP, l'UCP, tout ça, c'est les acquis des sacrifices d'octobre 88. Le Hirak, tant d'années après, ne nous a, en termes d'acquis, rien amené, pour le moment. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a une damnation sur le peuple algérien qui veut que, pour obtenir des acquis, il faut qu'il y ait du sang qui coule? Je me suis posé cette question. Je me suis dit, est-ce que finalement Selmiya s'était voué à l'échec parce que justement Selmiya, parce que dans notre imaginaire populaire, les processus politiques de Salihadj, démocratiques, bon, évidemment, sur le colonialisme, ça n'avait aucune chance, mais... Et finalement, quelque part, ça serait inscrit dans notre gène national. Il faut des sacrifices, il faut du sang pour que les tenants du pouvoir
l'âge du lest. J'espère que je me trompe. Mais j'en suis arrivé à cette lugubre pensée, c'est dire que la fermeture qui est en cours, elle nous amène à vraiment penser obscur. Effectivement, c'est vrai que les médias n'en ont pas beaucoup parlé d'octobre 88 aujourd'hui. Monsieur Abdelkarim Dahman, ne pensez-vous pas que l'un des acquis justement d'octobre 88, dans l'expression politique du peuple, dans la rue, fut l'acquis essentiel, c'est la silmia, justement? Écoutez, je peux que acquiescer, mais je peux aussi avoir les mêmes appréhensions, la même peur que c'est Hassan. Parce que avant octobre, il y avait quand même une vitesse de non-retour de l'évolution du pluralisme dans la clandestinité. C'était arrivé, pendant le début des années 80, à une situation telle que les services de sécurité ne pouvaient plus mater ces tensions, ces courants politiques, etc. Le 20 avril 80 était passé par là déjà. Et donc, le fait de pouvoir manifester une grogne ou une expression politique, c'était déjà dans certaines formes de prédisposition. Le 5 octobre, on a été, si vous voulez, le paroxysme à ce moment-là. Et entre les deux événements, il y a moins d'une décennie. Bon, on va dire une décennie. 3 décennies après, nous avons le Hirak. 3 décennies, bon, la crise sécuritaire est passée par là, certains diraient la guerre civile, l'apprentissage de cette forme de pluralisme aussi qui pouvait donner à espérer. Et donc là, j'ai l'impression qu'on est de nouveau dans le creux de la vague. C'est vrai que nous avons un pluralisme politique, donc une représentation plurielle, un pluralisme médiatique, mais malheureusement, ce pluralisme reste jusqu'à présent un pluralisme de façade. C'est-à-dire, à la limite, vous avez le droit d'en parler, encore que dans le domaine des médias, ils n'ont même pas le droit de parler, parce que sinon, il y a pas mal de contraintes qui peuvent s'abattre de différentes manières, de manière économique, de manière juridique, sécuritaire, etc. Et le fait d'arriver à ce que les mécanismes de revendication deviennent en otage de nouveau, cela veut dire que c'est pourquoi j'ai encore peur, c'est que c'est une manière de préparer l'irréparable. Avec l'absence d'espoir à ce que les moyens pacifiques puissent donner quelque chose, ça veut dire qu'on est en train de dire indirectement à une jeunesse qui n'a pas intériorisé tout le passif que nous intériorisons. C'est une manière de leur dire, vaquez à vos revendications de la manière la plus violente possible. Oui, et ça fait peur, malheureusement. Ça fait peur. Monsieur El-Khdari, Jafar, vous pensez que les acquis d'octobre, on les a tous perdus? Le principal acquis d'octobre, c'est que dans la population, il y a eu, comment dire, l'expérience de la pluralité politique, de l'expression. J'ai une vision plus nuancée et peut-être même assez différente de ce qui vient d'être dit. D'abord, pour ce qui concerne la violence, on en a eu, plus qu'il n'en faut. Et qu'est-ce que ça a donné? Rien du tout aussi. On peut dire aussi, ça a traumatisé durablement la population algérienne et le mouvement pacifique est issu largement de cette expérience traumatisante. Donc je crois que pour ce qui concerne la violence, je ne crois pas que ce soit la solution, même si effectivement des gens désespérés de voir le changement arriver peuvent être tentés par cette voie sans issue. Je crois qu'au contraire, la mobilisation politique, il faut comprendre qu'on est dans une séquence qui est compliquée, qui est longue. Le Hirak, c'est la deuxième vague. Après la première grande vague de revendications démocratiques, ça a été effectivement octobre 88. Il y a eu le Hirak, qui est un moment historique important, et qui aura un continuum. Sans hésitation, je pronostique qu'il y aura une continuité. Et il faut espérer, parce qu'on a encore une fois eu l'expérience d'une démarche violente qui n'aboutit à rien, si ce n'est à une régression fantastique et un traumatisme durable. Donc, voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'Algérie, en tant qu'État-nation, n'a jamais eu l'expérience d'un véritable État démocratique. Donc, ça ne peut pas survenir comme ça d'un seul coup. Il y aura des régressions. Et aujourd'hui, nous sommes en phase de régression. C'est clair. Il y a eu à l'époque, en 88, une direction politique qui, à mon avis, a été bien plus intelligente, qui a ouvert et qui, dans tous les domaines, politiques, médiatiques, économiques, régionales,
on est allé vers une situation plus pacifiée en interne et en externe, et ça a donné quand même à l'Algérie un souffle dont elle avait besoin. Aujourd'hui, malheureusement, c'est une option tout à fait différente qui a été prise pour notre plus grand malheur. Monsieur Lurgui, vous êtes secrétaire général de l'UCP. Monsieur Radi disait tout à l'heure que vous êtes le résultat un peu d'octobre 88 et donc du pluralisme politique. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, ce résultat est toujours là, que les partis politiques arrivent à jouer leur rôle? Avant de répondre à votre question, permettez-moi juste d'apporter, autant que citoyen d'abord, ma vision sur le 5 octobre 88. Parce que moi, j'ai l'impression de faire partie d'une autre génération, d'une génération post-octobre 88. Nous ne l'avons pas vécu, nous l'avons subi. Nous étions enfants, oui. Nous avons subi les répercussions d'octobre 88. Parce qu'octobre 88, on en parle souvent comme la date qui a permis une ouverture politique, le multipartisme, etc. Mais en réalité, qu'est-ce qui est resté après 91 ? On voyait plus, on voyait une seule chose. Moi, personnellement, pour moi, 88, 91, ça a été une parenthèse enchantée, mais ça a été la parenthèse enchantée où on a commis, je dirais pas l'irréparable, mais on a permis une grande faute. On n'a pas mis politiquement, c'est un peu le péché originel qui nous a fait sortir d'un éventuel paradis démocratique et des libertés quand on a permis l'avènement et de partis sur la base comment on appelle ça, les constantes nationales. Et c'est là, pour moi, si on essaie de faire un constat ou une lecture, ça a été ça. Sur ça, on est en train de payer jusqu'à aujourd'hui. On n'a qu'à voir le spectre aujourd'hui politique. Qu'est-ce qu'on propose à ces jeunes, justement, à qui on veut proposer de venir vers la politique. On leur dit que vous avez le choix entre le tiyar démocratique ou le tiyar islamique ou le tiyar watani. C'est la résultante de cette faute-là. Ce clivage-là n'aurait jamais dû exister aujourd'hui. Peut-être qu'on aurait eu une jeunesse qui aurait apprécié autrement la chose politique. La chose politique. On voit bien qu'il n'a pas vécu octobre 88, mais c'est pas grave. Chose politique. Il faut dire aussi qu'on n'en parle pas beaucoup. Hein. Aujourd'hui, les médias n'ont pas... Il en parle comme si c'était des bureaucrates, des ronds de cuir qui étaient dans un bureau qui ont décidé de cautionner le fils, parce que c'est du fils qu'il s'agit. Mais octobre 88 n'a rien à voir avec... le 7 octobre 88, Ali Belhadj occupait la rue et le courant islamiste radical était déjà le maître des rues d'Alger. Et la marche du 10 octobre... Et la négociation de la légalisation du fils a eu lieu pendant les journées d'octobre. Voilà. Le 5 octobre, moi, j'ai pas vu d'islamisme. Par contre, je m'en souviens, j'avais 11 ans. Le vendredi 7 octobre, les rues d'Alger étaient... J'étais à Bab el-Oued, il y avait un char devant le lycée. Le 7 octobre, les manifestations étaient déjà encadrées par les mosquées. Mais le courant démocratique était à l'époque capable de mobiliser aussi massivement. C'est pour ça qu'on n'avait pas massive qui Mais dire on fait une ouverture démocratique sans avoir le courant islamiste radical reconnu, c'est ne pas comprendre que c'est octobre 88. Ça s'est radicalisé à cause de la répression et la violence appelle la violence. Et c'est pour ça que le Hirak a réussi quand même, malgré tout, un acquis. À nous mélanger tous ensemble. Un acquis, c'est la Silmia. Un acquis, c'est la Silmia. Si vous permettez, madame, juste un petit rappel. En réalité, ce que nous avions dit, ce qu'a rajouté M. Jaafar, ce n'est pas antinomique. Le fait d'avoir peur, ça ne veut pas dire qu'on pronostique de tel ou tel avenir. Au contraire, personne ne voudrait avoir cela dans l'avenir du pays. Seulement, un certain nombre de pronostics, effectivement, laissent cette appréhension. Mais il est toujours dit qu'il faut toujours préférer l'alternative et la posture qui peut ramener de façon apaisée un changement, même s'il peut être graduel. Je suis d'accord avec vous. Même s'il peut être graduel. Je reste avec vous. Tu vas te faire dans tes notes, Amira. Non, je ne veux pas. Monsieur Abdelkrim Dahmen, je reste avec vous. Donc, le président de la République se réjouit d'une APN qui a été nettoyée, décorrompue, une APN où il y a eu le grand oral
du Premier ministre, M. Ayman Abdelrahman. Qu'est-ce que le MSP, comment a trouvé le MSP le Premier ministre? Bon, comment a trouvé le MSP? D'abord le président. Parce que le MSP, on ne peut pas parler du président. Bien sûr que vous pouvez parler du président. C'est-à-dire que j'ai quand même le plaisir d'avoir un parti politique qui est à l'intérieur de l'APN et un autre qui regarde ça de l'extérieur parce qu'il a refusé d'y participer et d'y être. Donc, votre avis? D'accord. Écoutez, quand le président dit qu'il se réjouit, plutôt il a dit je suis fier. Il est fier de cette APN, de cette assemblée, oui. parce qu'elle est représentative et qu'il n'y a plus de velléité de fraude. Ce n'est pas vrai. Les preuves de fraude lui ont été données dans son propre bureau, ne serait-ce que par Dr Makharibak. Donc dire qu'il n'y avait pas de fraude, il n'y avait pas de velléité, il n'y avait pas d'irrégularité, ce n'est pas vrai. Et je trouve gênant que le président s'affiche avec une déclaration aussi forte devant les walis, ce n'est pas vrai. L'argent sale, il est encore là. Ce n'est pas vrai, il n'est pas parti. Il est encore là. Peut-être qu'il y a de nouvelles directives, de nouvelles dispositions qui contribuent peut-être à en chasser quelques-uns. Mais dans la réalité du pays, l'argent sale intervient, sévit encore en économie comme dans la politique. Je suis désolé, c'est encore un combat qu'il faut mener. Maintenant, bon, la prestation du Premier ministre, c'est la déclaration de politique générale. D'abord, c'est bien dans les formes que l'on puisse assumer ces délais, ces échéances, ces rendez-vous politiques, institutionnels. Ça, c'est indéniable. Maintenant, pour la prestation elle-même, bon, vous savez, vous avez un gouvernement qui vient avec un plan d'action. Donc déjà, sur le plan d'action, dans son contenu, les termes de quantification, aussi bien temporels que financières, ne sont pas connus. Bon. Deuxièmement, c'est son premier exercice annuel. Donc sur 5 ans, là, c'est la réalisation d'une année. Donc qu'est-ce qu'on va dire? De quoi est-ce qu'il en ressort? Est-ce que ce qui a été réalisé est d'une certaine proportion? Est-ce que tout a été engagé? Bon. Autre chose. Dans le compte-rendu du gouvernement, on trouve de tout. On trouve ce qui a été réalisé et qui n'était pas nécessairement à l'exercice de ce gouvernement, qui est revendiqué par ce gouvernement. Vous avez ce qui est en cours de réalisation, qui peut être lancé par ce gouvernement et qui peut être c'est le cas le plus probable, des opérations qui ont été lancées avant ce gouvernement. Parce que quand vous dites, par exemple, nous avons réceptionné 2 hôpitaux sur 5, un hôpital, vous avez l'inscription, vous avez une loi de finances, une année qui va déterminer les autorisations de programme pour qu'on puisse financer les études. Même vous avez les crédits de paiement qui peuvent être échéanciés sur un certain nombre d'années. Il l'année par laquelle on va réceptionner. Donc c'est un processus qui prend plusieurs années. Et le revendiquer aujourd'hui dans le résultat du gouvernement prête quand même un peu à confusion. Et puis vous avez un certain nombre d'éléments dans la déclaration de politique générale, dans le document, qui parlent de choses qui vont être faites peut-être 2023-2024. Donc là, on n'est pas dans un plan d'action, on est dans un bilan. Donc en principe, on ne devrait pas parler de ce qui va advenir par la suite. Sauf si c'est une réalisation partielle pour dire, voilà, on a entamé quelque chose qui va être continué par ceci ou par cela. Donc, il y a tous ces éléments-là qui sont amalgamés. Et donc, je dis, d'un point de vue objectif, c'est plutôt l'universitaire qui parle, il n'est pas aisé de pouvoir apprécier la teneur de ce qui a été réalisé par rapport à ce qui a été, on va dire, prévu dans le plan d'action. Mais dans la forme, institutionnellement, on dit que l'exercice, il est bon. D'ailleurs, dans notre Algérie, on reste toujours dans la forme démocratique, il y a toujours cette velléité des institutions d'afficher l'importance de la forme. Quand on fait des élections, le plus important, c'est de dire « nous avons réussi à faire des élections, à organiser des élections ». Quand le gouvernement vient avec une déclaration de politique générale, l'essentiel, c'est de dire « là, le gouvernement, il est à l'œuvre, il est au rendez-vous, ce qu'il va dire, ça n'intéresse pas beaucoup de monde ». Et malheureusement, bon, c'est peut-être dans le déterminisme que nous subissons.
Et ça aussi, c'est un autre aspect du problème que nous soulevions en rapport avec le 5 octobre. Avec le 5 octobre. Monsieur Lardari, est-ce que vous ne pensez pas justement que c'est plus la forme qui a été respectée que le fond, en application de l'article 111 de la Constitution? Donc le Premier ministre ou le chef du gouvernement, selon le cas, doit présenter annuellement à l'APN une déclaration de politique générale. Il le fait, et puis ça n'intéresse personne. Les Algériens n'en parlent pas, ni sur les réseaux, ni sur... Ça n'intéresse personne, en fait. Alors, la forme n'est pas indifférente. Hein. C'est vrai que c'est important d'habituer un peu le public à avoir de tels mécanismes parlementaires qui préfigurent ce que pourrait être demain, avec une véritable assemblée légitimement élue, ce que pourrait être effectivement un mécanisme de contrôle de l'action du gouvernement par le Parlement. Bon, nous ne sommes pas là tout simplement parce que, justement, l'élection ne s'est pas déroulée dans des conditions démocratiques et donc elle est frappée quelque part, à mes yeux, ou aux yeux de la plupart des Algériens, de quelque part d'illégitimité. Ça s'est traduit comment? Par une abstention massive. Et j'ajoute par ailleurs, on a, comment dire, on le sait, l'un des vices de fond de la vie politique en Algérie, c'est que les institutions formelles sont dépourvues de vrais pouvoirs. C'était le fond, la raison de la révolution du mouvement citoyen en Algérie, c'est d'instituer des institutions dotées de véritables pouvoirs, légitimes, désignées par des élections populaires. Et à ce moment-là, on aurait eu effectivement... Alors, les mécanismes formels, il faut les avoir, mais le contenu n'y est pas. Est-ce que vous avez déjà vu, malgré tous les scandales inouïs qu'on a connus ces 20 dernières années, un Parlement quelconque pouvant censurer un gouvernement? Pourtant, il y aurait eu matière à le faire. Mais ça n'est jamais arrivé. Il y a eu des tentatives d'interpellation, etc., mais ça ne dépasse jamais un stade liminaire d'une espèce de discussion. Donc ça en fait, en réalité, dans les conditions qui sont les nôtres, le Parlement est condamné à être une caisse d'enregistrement. Une caisse d'enregistrement, monsieur Lurgui. Donc vous, c'est l'UCP, donc vous regardez tout ça de l'extérieur. Vous n'avez pas participé aux élections, donc vous n'êtes pas à l'APN. Et justement, parce que c'est à cause du fait, enfin, ce que vient d'expliquer monsieur Lardari, parce que ce n'était pas transparent, parce que... Vous regardez ça comment? De l'extérieur, justement, l'UCP. De l'extérieur, je Vous ne regrettez pas de ne pas y être? Non, au contraire, ça nous donne raison. On n'aurait pas aimé être dans une assemblée. Aujourd'hui, une assemblée vide de sens. On parle de forme. Il n'y a que de forme qui est un peu respectée sur l'assemblée aujourd'hui. Elle est quand même, l'APN est quand même un peu moins clownesque que celle qu'on a connue sous l'arbre de Bouteflika. Ça dépend, il faudra l'entendre. Moi, personnellement, pour l'instant, on n'entend pas trop. On n'entend pas trop. Il y a quand même 300 députés qui ont préparé leurs questions. Oui, des questions. Juste à titre d'exemple, ça fait 2-3 jours sur la radio nationale, il y avait un député qui est passé pour expliquer qu'ils étaient en train de travailler. Et qu'il a expliqué qu'ils avaient diligenté une commission d'enquête. À un moment, la journaliste lui demandait les résultats de cette commission d'enquête. Et le type lui dit non, on ne publie pas, on donne ça à Sultat al-Ulia lil-Bilad. Ah, ils n'ont pas trop compris ce que c'est qu'une APN, là. Vous parlez d'une commission d'enquête à l'Assemblée? Oui. On a ouvert une commission d'enquête et on a entendu le président. C'est passé, ça fait 3 jours sur la chaîne 3. À ma connaissance, il n'y a pas eu, parce que pour faire une commission d'enquête parlementaire, il faut que ça soit voté par l'Assemblée, par la majorité des députés. À ma connaissance, jusqu'à présent, je n'ai pas entendu parler d'une commission d'enquête qui a été approuvée par l'Assemblée. Il y a eu des demandes. On en a demandé les mandats précédents. Ouais. Mais depuis l'exercice des 2 commissions d'enquête de la 4e législature, bon, il n'y a pas vraiment beaucoup de... Je ne sais pas de quoi il parle, ce député. Je vous invite à reprendre l'invité de la rédaction sur la chaîne 3. Ça fait 3 jours. Si vous voulez. Voilà. Autre précision, parce que là, c'est dans la loi et dans la Constitution, une commission d'enquête, elle doit rendre obligatoirement son rapport au président et ça doit être distribué obligatoirement à tous les députés. Tous les députés doivent être destinataires du rapport de la commission. Maintenant, publier ou non, ça c'est une décision que peut prendre le bureau conjointement avec l'Assemblée. C'est-à-dire le Parlement décide s'il publie ou non. Pas. Monsieur Kadi, une APN, un color, une moi, c'est un crève-cœur, l'APN. C'est un vrai crève-cœur pour moi, parce que politiquement,
Il ne faut jamais oublier qu'on est rentré en crise, en grande crise politique, non pas parce qu'il y a eu octobre 88, non pas parce qu'on a légalisé des partis qu'on n'aurait pas dû légaliser, mais parce qu'on a arrêté un processus électoral. Et le processus électoral, c'était l'Assemblée nationale. Et moi, j'ai eu tendance à penser pendant une longue période que le processus démocratique en Algérie reprendrait par là où il a été interrompu, c'est-à-dire par une assemblée forte, idéalement une constituante. Comme en Tunisie, mais une assemblée qui a de fortes prérogatives, où il y a les élus du peuple. Et le mécanisme de pouvoir en Algérie veut que l'Askari ne veut pas lâcher le Mouradia. On l'a bien compris dès le début. Pour eux, c'est un levier, c'est ce qui les sécurise. On n'est pas sorti du 19 juin 1965. Ils ne veulent pas lâcher le Mouradia. Rapport de force avec le Hirak. Moi, je fais partie des gens qui ont eu la faiblesse de penser qu'une fois reconquise la case del Mouradia, avec Abdelmadjid Tebboune, ils allaient avoir l'intelligence de redistribuer du pouvoir et d'en donner justement à l'Assemblée nationale et de laisser la grande revendication populaire qui s'est exprimée à travers le Hirak passer dans l'Assemblée nationale avec de vrais représentants, avec déjà une constitution qui redistribue, qui redonne de la prérogative au Parlement, notamment la prérogative de censurer un gouvernement, d'être librement élu, etc. Il n'y a rien eu de ça, on a une assemblée caricaturale qui a été très très mal élue. D'ailleurs, j'aimerais bien que M. Dahman nous explique le choix du MSP d'avoir quand même été à cette assemblée. Je sais que ça a provoqué un débat. Ils n'ont pas été à la présidentielle, mais ils ont quand même été à l'assemblée. Mais c'est vrai qu'il y aurait eu une vraie ouverture. Cela nous aurait intéressé dans le Hirak de s'emparer de cette instance, parce que c'est quand même important. Regardez dans le monde, les grandes démocraties parlementaires en Grande-Bretagne, la première ministre vient se faire adouber par l'Assemblée, par le Parlement, et ainsi de suite. Dans toutes les grandes démocraties, c'est là où bat le pouls démocratique d'une nation. Et chez nous, c'est extrêmement triste. Et je m'associe à M. Dahman pour dire que c'est quand même dommage que Abdelmadjid Tebboune nous raconte ce qu'il nous a raconté au sujet de cette assemblée qui en réalité est mal élue, sur laquelle il y a eu de la fraude effectivement, et je préfère que ce soit quand même quelqu'un qui est proche du fait, voilà. qui le rappelle. Monsieur Dahman, donc vous allez lui répondre. Pourquoi être allé à l'APN alors que vous êtes convaincu aujourd'hui que c'est une APN fantoche? D'accord. Alors là, ça doit remonter un peu plus tôt. Dans la revendication politique, si on n'arrive pas à créer une assise représentative de la majorité des forces, on ne peut pas faire le poids en face du pouvoir. C'est là que vient l'initiative de Mazafran. Et l'initiative de Mazafran était arrivée à un moment à proposer à toutes les forces politiques: si l'on doit boycotter les élections législatives, pour que ça ait un sens, il faut que ce soit fait par tout le monde, par toutes les forces politiques. On a été parmi ceux qui ont proposé cela. Alors, si vous voulez vraiment qu'il y ait un feedback, une équation de rapport de force, on ne peut pas l'établir avec des gens qui vont participer et d'autres non. Il faut que l'on soit tous unis dans la même position. Ne pas participer à ces élections pour en faire un désaveu. Mais malheureusement, ça n'a pas été à l'unanimité. Djadid dit que c'est vous qui avez rompu cet accord, le premier. Je me fais le rapporteur de Djadid. D'accord. Il dit ce qu'il veut. Maintenant, vous êtes journaliste, les journaux existent, les archives existent, et vous pouvez retracer les déclarations des uns et des autres. Le MSP a été le dernier parti à avoir déclaré la participation aux législatives. Le dernier parti. On parle de celles qui sont venues après Mazafran. Hein. Tout à fait, tout à fait. Mais entre-temps, il y a eu le Hirak, et malheureusement, pendant le Hirak, je n'en ai loupé aucun vendredi, depuis le 22, jusqu'à ce que la Covid nous arrête. Malheureusement, il n'y avait pas l'unité qu'il y avait dans le processus de Mazafran. Parce que Ain Benyan était une partie. L'autre partie, c'est le pacte démocratique. Donc, ce qui a été ramassé... D'ailleurs, comment ça a commencé à Mazafran? On est allé chez le RCD leur dire, écoutez, nous sommes de bords politiques et idéologiques différents, mais nous sommes tous pour la démocratie. Alors, si on commence à initier quelque chose entre nous, ça va être crédible. Parce que là, les gens vont se dire, tiens, à Douma, ils sont de bords différents, mais qui arrivent quand même à s'entendre. Il y a quand même quelque chose. C'est commencé comme ça. Et le fait de l'inscrire dans la durée, ça a donné du sens, ça a donné de l'espoir, et chemin faisant, c'est devenu une initiative politique forte. C'est venu comme ça. Malheureusement, durant le Hirak, la classe politique n'a pas été au même degré
de responsabilité, je vais le dire comme ça seulement. Et donc, si vous voulez qu'il y ait un changement pacifique, il faudrait qu'il y ait résolument une entente ou une connivence entre les différentes forces représentatives dans le pays. Les forces représentatives autonomes, indépendantes, issues donc des rangs populaires et non pas des appareils représentant le pouvoir. S'ils ont assez de cran et assez de sagesse pour se mettre ensemble et patienter ensemble et persévérer ensemble, oui, ça va venir pacifiquement. Sinon, aujourd'hui on va acheter Flan, demain on va acheter Zayd, après-demain Amr, et chaque fois on fait des salades. Le RCD n'est malheureusement pas là pour aujourd'hui, du moins pour vous répondre. Mais bon, l'UCP va tenter la réponse. Ça devait être un grand événement politique quand même, le grand oral de Ayman. Et on a l'impression que c'est un pétard mouillé. Oui, ça devait être d'abord le bilan d'une année d'activité. Oui, septembre 2021, août 2022. On a vu beaucoup de promesses, on a vu beaucoup de... le violent habituel. Ça ne fait pas réagir les Algériens, les citoyens? Parce que les Algériens ne s'intéressent pas. Ce n'est pas le Parlement des Algériens. Écoutez, on parle d'un Parlement qui a été élu avec, chiffre officiel, 5 millions de voix. La première force, le premier parti au Parlement, il a quelque chose comme 200 000 voix, 300 000 voix, ce qui représente 0,1% du corps électoral. C'est un Parlement qui n'a rien à voir avec... Le peuple ne se reconnaît pas dans ce Parlement. Le peuple ne s'intéresse pas à ce Parlement qui n'a pas élu. Par contre, là où on pourrait pousser la réflexion plus loin, c'est que... Et après, maintenant, le Parlement, il est là jusqu'en 2025, 2026, je pense. Aujourd'hui, je pense, à mon avis, il est temps de penser à autre chose, à l'alternative. Maintenant, on a essayé de gouverner son peuple, sans le peuple. Aujourd'hui, le peuple doit, et le citoyen se doit, et en face d'une réalité que s'il ne s'implique pas dans la durabilité, s'il ne s'implique pas plus sérieusement pour acquérir cette force-là et le pouvoir, il ne l'aura pas. Ils continueront à gouverner sans lui. Oui, mais peut-être que le MSP fera une motion de défiance d'ici là. C'est à moi que ça Non, je m'adresse au MSP. Moi, je dis oui, hein. Je réponds à la place. En attendant. Libre au groupe parlementaire d'en initier les termes en rapport avec le Bureau national. Je ne dirais pas une indiscrétion que lors de la journée parlementaire à laquelle j'ai participé pour discuter justement la déclaration de politique générale, certains députés avaient justement proposé à ce que l'on fasse cette procédure au niveau de l'Assemblée. Bon, c'était en discussion entre les députés. Voilà, c'est un scoop. C'est-à-dire, est-ce que ça va être adopté? Même si c'est adopté, ça peut ne pas passer, mais même si ça ne passe pas, ça peut être un instrument de revendication qui peut créer un effet médiatique, un effet politique, mais bon, ça n'ira pas à outre mesure. Maintenant, vous pouvez choisir de participer ou de ne pas participer. Dans notre sens, la non-participation, le boycott n'a d'effet que s'il est partagé. Maintenant... Mais jusqu'ici, c'est vous qui ne l'avez pas partagé. Non. Non, nous l'avons revendiqué, nous avons voulu... Bon, ce n'est pas notre volonté à nous seulement, c'est la volonté de tout le monde. Mais c'est parce qu'il n'y a pas eu cette volonté que chacun a fait sa déclaration comme ça, les uns derrière les autres. Je vous dis encore une fois, c'est le MSP qui a été le dernier à le faire. Maintenant, entre participer à la chose publique, même en étant dans l'opposition et minoritaire, accès à un certain nombre de documents, d'informations, pouvoir suivre l'action du gouvernement, ça fait partie quand même de l'apprentissage de la chose publique. Je ne pense pas que le jour où la démocratie adviendra de façon pleine, que des gens inexpérimentés pourront donner satisfaction à la revendication populaire. Premier jour, vous serez applaudi. Le jour d'après, on vous demandera des comptes. Alors si, je ne sais pas,
justement, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas d'opportunité d'intermédiation entre la société et le pouvoir. Et sans cet apprentissage, ce n'est pas un rideau qui va tomber un jour. L'apprentissage, il faut le faire. Je faisais des reproches à mes amis dans l'opposition, qui étaient dans un autre parti. Je leur disais, écoutez, vous avez la possibilité de faire l'apprentissage parlementaire. Ne venez pas seulement avec des communiqués. Faites le travail, faites des amendements, faites des interventions sur les lois. Le fait d'être dans l'opposition, ça ne veut pas dire qu'on est dans le luxe d'insulter, de dénigrer seulement. Il faut qu'on est redevable d'un certain nombre de travail responsable dans le rapport à la chose publique. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Ça, il faut être un parti quand même assez ancré, avec assez de représentativité, assez d'expérience pour pouvoir assumer ces éléments. Peut-être un deuxième scoop, Monsieur Abdelkrim Dahman. Il y a l'AG un deuxième scoop. Il y a l'AG des Nations Unies qui vote lundi prochain une résolution sur l'annexion des territoires ukrainiens. Quelle va être la position du MSP? Le MSP ne siège pas à l'ONU. Non, il ne siège pas à l'ONU, mais est-ce qu'il va condamner? Pardon? Être pour, être contre? Écoutez, il a quand même une position. C'est oui. Un parti politique. Si vous me permettez, tout le contexte de la crise russo-ukrainienne est un processus où tous les acteurs ont voulu que l'on soit les subalternes qui doivent suivre ce qu'on leur propose comme position. Bon, l'Algérie a préféré rester dans l'abstention, ni avec les uns ni avec les autres. Je pense que l'Algérie va continuer dans cette posture-là. D'autres pays le sont, même s'ils sont en Europe. Et j'étais un peu étonné la dernière fois quand j'écoutais le président français parler aux ambassadeurs français, comment il était un peu frustré par le fait que seulement la Turquie qui pouvait parler aux Russes. Et quelque part, elle revendiquait donc cette posture-là, donc garder une certaine ambivalence pour pouvoir toujours parler aux Russes. Eh bien, si c'est quelque chose qu'ils peuvent revendiquer pour eux, je me demande qu'est-ce qu'on peut revendiquer ou demander aux Algériens. Je crois que les Algériens doivent d'abord regarder leurs intérêts. Il est certain que attaquer un pays souverain est quelque chose de condamnable, ça reste condamnable, ce n'est pas du domaine des intérêts, c'est du domaine des valeurs. Ça reste condamnable, mais faut-il le condamner? C'est ça Pardon? la question. Condamnable, on sait que c'est condamnable. Oui, faut-il le condamner? Alors, le condamner, ça devient une posture politique qui est régie par une matrice d'intérêt et de positionnement. Et là, effectivement, chaque pays observe ses positions, ses intérêts, ses plus, ses moins, etc. Monsieur Khadi, on a l'impression ces derniers temps que l'Algérie commence à être entraînée un petit peu loin de sa position habituelle, historique de neutralité. Jeudi dernier, donc, ce sont 26 sénateurs américains qui ont demandé à ce que l'Algérie soit sanctionnée car elle achète ses armes chez les Russes. Alors que ça, c'est pas nouveau, c'est pas depuis ce conflit-là que l'Algérie achète ses armes. Elle les achète depuis longtemps chez les Russes. D'ailleurs, pendant la décennie, l'Algérie a eu ses armes pour lutter contre le terrorisme via les Russes. Ça s'est pas bousculé pour qu'on ait des armes à cette époque-là. Bon, j'ai pas l'habitude de le faire, mais je vais faire la promotion du point de vue d'un intervenant plus ou moins habituel au Café Presse Politique qui nous avait dit au début du conflit qu'il fallait observer deux choses. Que quand la Première Guerre mondiale avait commencé, c'était parti sur un point précis, Sarajevo, les Balkans, etc. Et puis on ne savait pas que ça allait se dramatiser et devenir une guerre qui se globalise. Et que dans le cas de la Russie, dans le cas de l'invasion de l'Ukraine, il y avait ce scénario de l'escalade dont on ne savait pas où est-ce qu'il pouvait aboutir. La première lecture qu'on peut faire aujourd'hui, plusieurs mois après, c'est que nous sommes dans le scénario de la dramatisation, du risque de globalisation. Les États-Unis deviennent un acteur de plus en plus proximal de cette crise. Le sabotage de Stream 1, Stream 2, on pense que c'est une première intervention de l'OTAN directe dans le conflit en tant qu'acteur, pas seulement en tant qu'instructeur et livreur d'armes. Et donc nous sommes dans une situation
de plus en plus complexe qui va durer et qui, de ce point de vue-là, peut entraîner des acteurs qui pensaient en être abrités. Et c'est le deuxième pronostic de ce consultant qui nous avait dit, attention, l'Algérie a pris une position qui n'est peut-être pas la bonne position parce que les choses vont évoluer. On va lui demander peut-être d'être un peu moins proche de Moscou parce que les Occidentaux comptent leurs alliés sérieusement. Et là aussi, nous y sommes avec ces 26 sénateurs qui demandent des sanctions donc aux États-Unis contre l'Algérie. Bon, c'est un peu ubuesque, ça n'arrivera pas, mais ça nous plante un décor et ça met la pression sur nous. Et donc, nous sommes dans un contexte qui est celui qu'on voulait éviter, dans lequel nous sommes en train d'entrer. Donc, je laisse parler cette ressource. Il se trouve que par hasard, elle est ici. Et c'est El-Khdari qui avait, Jafar El-Khdari, qui avait pronostiqué ces deux évolutions dans lesquelles aujourd'hui nous nous retrouverons. Monsieur El-Khdari, c'est à vous. Merci pour cette introduction. Oui, malheureusement, effectivement, les choses se développent de manière on va dans l'escalade avec une très très grande incertitude sur le développement du conflit. Je ne vais pas vous donner les détails, vous les connaissez. On parle même d'une possibilité de l'usage nucléaire tactique avec un saut dans l'inconnu derrière. On est aussi dans un contexte qui a été décrit comme celui d'une guerre hybride et l'élément nouveau, qui est quand même assez inouï, du sabotage du gazoduc russe Nord Stream 1 et Nord Stream 2 fait partie de ces éléments. Personne ne le revendique. Toutes les hypothèses sont... Mais il est vrai que c'est vrai qu'on ne comprend pas, si c'était les Russes, quel intérêt ils auraient, parce qu'eux ont intérêt plutôt à garder la possibilité d'ouvrir et de fermer le robinet. Ça, c'est un argument important. Mais ça ne suffit pas à éluder le problème. Il y a quand même une grande incertitude. Et c'est d'ailleurs cette incertitude qui pose un problème, parce que imaginons que demain, dans ce conflit très compliqué, qui va probablement pas ressembler au conflit qu'on a connu dans le passé, hein, c'est un conflit nouveau, c'est pour ça qu'il y a ce concept de guerre hybride. Nous sommes d'ores et déjà dans la guerre hybride, guerre de l'énergie. On parle aussi demain de la vulnérabilité des câbles télécoms qui pourraient être coupés, privant le monde entier de possibilités de communiquer et d'avoir Internet, quand on sait le caractère stratégique que ça a dans les économies modernes. Donc voilà un petit peu les éléments vers lesquels on pourrait aller, qui ne seront pas forcément les guerres classiques, mais qui pourraient avoir aussi des dégâts considérables. Alors, dans ces conditions, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit se dessiner des regroupements, des alliances, qui se consolident, même des gens qui étaient plutôt plus ou moins en froid, etc., sont obligés de mettre de côté leurs différends, ou au contraire profiter de cette nécessité du regroupement. Je pense en particulier à la Turquie, avec les conditionnalités qu'ils ont mis à l'adhésion à l'OTAN pour la Finlande et la Suède. Donc, mais il y a une priorité, il y a une hiérarchie qui fait que la priorité aujourd'hui, c'est la sécurité. Et la sécurité, ça implique effectivement de compter ceux qui sont dans notre camp et puis de voir ceux qui ne le sont pas, sachant que dans la configuration actuelle, la notion de neutralité ou d'ambiguïté stratégique devient de plus en plus relative. Et j'ajoute que le deuxième point pour l'Algérie, là où elle est très concernée directement, c'est bien entendu la question du gaz. La question du gaz qui n'est pas une question économique, qui est une question de sécurité. C'est que ce produit énergétique est un produit qui concerne les sécurités nationales, les sécurités économiques des pays qui consomment ce produit. L'arrêt des livraisons du gaz russe fait qu'il n'y a que 4 pays aujourd'hui capables de fournir l'Europe en gaz. C'est les États-Unis, le Qatar, la Norvège et l'Algérie. Point. Et donc l'Algérie se trouve au cœur de tensions, de pression, parce que la question qui va se poser est très simple. Est-ce qu'on peut compter sur vous pour fournir
dans ce produit stratégique, l'Europe, sachant que par ailleurs, vous avez les relations que nous connaissons et qui ont été dénoncées par ces sénateurs avec le principal protagoniste de ce conflit de l'autre côté. C'est ça la question centrale. Est-ce que c'est compatible ? Parce que si on se détache du gaz russe, c'est précisément parce qu'il y a un conflit, et la question qui est posée, c'est la sécurité des approvisionnements. Alors, est-ce que vous êtes là ? Est-ce que c'est compatible cette position de principal fournisseur ? Je rappelle que l'Algérie, on sait que les capacités de livraison en gaz conventionnel sont relativement limitées, mais si demain les choses continuent à prendre de l'ampleur, se poserait tôt ou tard la question des gaz non conventionnels. Et là, l'Algérie est une alternative considérable. Je rappelle que la Grande-Bretagne a levé le moratoire sur les gaz non conventionnels il y a quelques semaines. On est dans cette configuration. Et évidemment, si l'Algérie va dans cette direction, elle pourra potentiellement devenir un acteur absolument majeur de la distribution de gaz, sachant qu'elle a les avantages de pouvoir distribuer par des pipes, ce qui est beaucoup moins cher et beaucoup plus efficace. Voilà. Par parallélisme des formes, à mon avis, tu dois poser la même question à l'UCP. Si l'UCP était à l'Assemblée Générale des Nations Unies, qu'est-ce qu'il voterait ? Qu'est-ce qu'il voterait justement l'UCP, Monsieur Lerguiwi, c'est-à-dire Monsieur Lerdal, il dit que l'Algérie commence c'est-à-dire elle ne fait pas partie du conflit, mais l'Algérie jusqu'ici historiquement toujours neutre, et cette neutralité est censée jouer en sa faveur, je pense. En sa faveur, dans le sens où l'Algérie n'est pas censée être... L'Algérie est avec l'Algérie, elle n'est ni avec les Russes ni avec les Occidentaux. Et vous pensez qu'elle a une marge de manœuvre et une carte à jouer ? Plus qu'une carte à jouer, je pense que jusqu'à aujourd'hui, l'Algérie a toujours su manœuvrer pour rester dans cette position-là, à égale distance, disons, des deux blocs, quand il y avait deux blocs, même maintenant s'il y aura plusieurs blocs. Je pense que l'Algérie a toujours su garder une marge de manœuvre et a toujours su avoir cette neutralité positive qui lui permet d'être client chez les Russes et fournisseur chez les Européens de produits différents. Aujourd'hui, on s'alarme pour une missive, une lettre de 26 députés américains, mais on ne parle pas de la réponse de Blinken. Il y a eu une réponse de... Mais ça a été désamorcé donc par... Franchement, pour nous, cette lettre-là s'inscrit beaucoup plus dans une... Ils ont une phase électorale dans un mois, les députés. C'est les élections de mi-mandat. Donc je pense que c'est plus de la... c'est plus de la truc électoral qu'autre chose. Hein. C'est pas vraiment faire impliquer l'Algérie. Je pense qu'on donne beaucoup plus de dimension à cette affaire-là qu'on devrait lui donner. Par contre, là où personnellement, j'aurais aimé on a 407 députés algériens qui auraient pu faire une réponse. On aurait aimé. Oui. Aux sénateurs américains. Non. Aux AE algériens. C'est-à-dire des sénateurs algériens qui auraient les sénateurs, fait une réponse. Les parlementaires, on respecte les formes. Il y a des députés qui ont interpellé leur ministère des Affaires étrangères. On aurait pu, de la même manière, nos députés. On ne l'a pas vu. Par contre, ils auraient répondu, ils auraient protesté. Donc c'est en discussion à l'Assemblée. On n'a pas encore vu. On l'a pas encore vu. Certainement, il va y avoir des gens qui vont intervenir dessus. Je voudrais revenir à ce que vous aviez dit. C'était quand même une proposition ou une phrase clé. L'Algérie cherche l'intérêt de l'Algérie. Et quelles que soient les pressions internationales, l'Algérie a quand même une expérience avec ces pressions. Je rappelle que pendant la guerre du Golfe, lorsque Bush était omnipotent sur la scène internationale, il avait exigé de la Turquie de pouvoir utiliser la base américaine militaire d'Incerlik. Les Turcs, ils ont dit non. Ils ont autorisé seulement le transfert de blessés. Ça a permis aux partis qui étaient au pouvoir de retrouver de meilleurs résultats dans les élections qui devaient advenir. Deuxième guerre du Golfe, pas la première. Oui, la deuxième guerre du Golfe. Et ils ont refusé. Qu'est-ce que ça a changé dans les rapports et les relations bilatérales? Ça n'a pas... Pourtant, ils sont tous deux membres de l'OTAN. Vous parlez de la Turquie, là?
Non, oui, je parle de la Turquie, oui. Oui, mais nous, on parlait de l'Algérie. Non, je parle de l'exemple. de l'exemple, d'accord. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se mettre à plat ventre, à quatre pattes, parce que les Américains ou certains sénateurs haussent le temps. Ils peuvent hausser le temps comme ils veulent. Oui, de toute façon, personne ne parle d'un alignement sur telle ou telle position, on est bien d'accord. Et effectivement, vous avez le cas de la Turquie aujourd'hui, je crois, est assez emblématique parce que visiblement, ils ont une approche, d'ailleurs, que personnellement je trouve assez intelligente, qui consiste à ne pas couper les ponts avec la Russie, à continuer à discuter, à refuser les sanctions économiques, dont on sait très bien qu'elles ne produisent rarement des effets. Elles pénalisent la population qui, au contraire, se solidarise. On a le cas de Cuba, etc. Bon. En revanche, ils ont pris des positions très claires de condamnation de la guerre d'annexion de la Russie. Ils livrent en armement l'Ukraine, notamment les fameux Bayraktar. Et enfin, et surtout, ils ont fermé l'accès du détroit du Bosphore à la marine militaire russe, oui. Ce qui a empêché la Russie de pouvoir prendre Odessa il y a quelques mois. Bon, donc ils jouent et par ailleurs, bon, compte tenu de la position qu'ils ont, pour l'OTAN, ils sont incontournables. Et ils ont eu le succès diplomatique que l'on sait avec le traité sur la question de la livraison de céréales. Et il n'est pas interdit de penser que si demain il y aura une solution politique, et il y en aura une forcément, et ils joueront probablement un rôle important. Possible, ça renvoie à une histoire très longue, hein, la Turquie, rappelons-le, hein, les guerres en Crimée, etc., ça ne date pas d'hier, il y a eu déjà des conflits. Alors, si l'Algérie ils avaient une longue expérience. Si l'Algérie avait la puissance économique et l'indépendance diplomatique de la Turquie, qu'est-ce qu'elle ferait lundi pour répondre à la question d'Amira? Elle voterait la condamnation. Il faudrait voter la condamnation pour être en conformité avec le principe. On est contre l'annexion du Sahara occidental en 1975. On est contre l'annexion de la rive de Palestine. Et ne pas faire des sanctions. Oui, mais là il s'agit d'une résolution sur l'annexion. Si on s'abstient sur l'annexion, on n'est pas en conformité avec nos positions classiques sur ces dossiers-là, la Palestine, évidemment. Donc voilà, donc on devrait faire cela. Maintenant, c'est quoi l'intérêt national? C'est quoi l'intérêt de l'Algérie? L'intérêt de l'Algérie, aujourd'hui, c'est de profiter du fait que le gaz russe disparaisse du marché et la possibilité de prendre des parts de marché. C'est ça. Or, c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'à l'Algérie, c'est un mensonge. L'Algérie est collée à la Russie, elle n'est pas neutre. C'est bien qu'elle garde la langue avec la Russie. Mais les Russes ne sont pas nos amis depuis le conflit. Les Russes, c'est notre principal fournisseur d'armes depuis longtemps. Le régime autoritaire, l'un des premiers qui protège le régime autoritaire algérien, c'est Poutine. C'est une défaite de Poutine. Moi, Qadi Ihsan, aujourd'hui, si Poutine demain tombe, je suis content parce que Poutine a protégé. Déjà, Poutine, c'est pour les démocrates russes, pour le peuple russe, une partie. Bon, parce qu'évidemment, il y a la rente pétrolière, il peut être aimé par une partie de l'opinion. On connaît ça chez nous. On le connaît, on a vécu cela. Mais l'Algérie... si Poutine tombe, moi, j'oublie pas ce qu'il a fait en Tchétchénie, j'oublie pas. Je serais heureux si ça évolue vers... Mais moi aussi, je vais pas oublier ce qui a été fait à l'Irak, ce qui a été fait moi aussi, j'oublie pas. Si ça évolue vers la démocratie, parce qu'il ne faut pas écarter le scénario où Poutine tombe pour des ultranationalistes qui voudront casser encore plus de l'Ukrainien et tout ce qui est proche de l'armée et reconstruire le... Voilà, ils savent ce qu'ils ont, ils sont... Il ne faut pas l'oublier. Donc, objectivement, l'Algérie aujourd'hui devrait condamner et garder langue avec la Russie. Parce que sur le plan économique, on a intérêt à développer. Or, ce qui se passe, c'est ça que je voulais dire, c'est que quand tu es un journaliste chez nous, comme notre ami de Liberté, Youssef Salami, qui rapporte les propos du PDG de Sonatrach, qui a dit au mois de février dernier, au début du conflit, au début du mois de mars, que Sonatrach était prêt à vendre plus de quantités sur le marché européen parce qu'on savait que le gaz russe allait devenir rare. Et il a été mis sous contrôle judiciaire. Et on a retiré, alors que le président de Sonatrach l'a bien dit, M. Hakkar l'a bien dit, qu'il était... C'est une phrase, pourquoi? Parce qu'on avait peur d'offusquer le grand frère russe, on avait peur de l'offusquer, et on est toujours dans cette posture d'avoir peur de l'offusquer. D'où, lundi prochain,
l'Algérie va probablement s'abstenir, alors que, logiquement, pour la conformité avec nos principes, on devrait condamner l'annexion des 4 territoires qui ont été annexés. L'Algérie va probablement, selon M. Khadi, s'abstenir. L'Algérie qui s'est toujours maintenue loin des rivalités des grandes puissances, elle a toujours privilégié les voix de la sagesse. En Palestine, on est engagé, on a des points de vue. En On Palestine, a on est engagé, heureusement. des Je points de soutiens vue. Abdelmadjid Tebboune sur ses positions sur la Palestine. J'espère qu'il ne va pas reculer. Voilà, sur ces principes-là, on ne s'est jamais tenu loin de tout, c'est pas vrai. Sur la Russie, on est frileux, parce que c'est le grand frère qui protège la Askar Andana. C'est tout, c'est la Si vous me permettez, on touche quelque chose de très important. Oui, on peut continuer un peu sur ça. Si vous voulez, parce que que se passe-t-il? Alors, du point de vue justement des principes que vous évoquez, ça repose, c'est pas simplement des principes, c'est une analyse, une vision des relations internationales. L'un des problèmes que nous avons, c'est que nous avons une classe politique, celle qui dirige de manière effective, ce qu'on appelle les décideurs, qui sont bloqués sur une vision des années 70 qui est totalement obsolète. Depuis, il y a eu non pas une, mais 2, 3, 4, 5 transformations radicales qui font que le monde d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec le monde des années 70. Or, eux continuent à fonctionner selon les schémas de cette époque, le camp impérialiste, le truc, etc. Et donc on voit dans les éléments de langage, écoutez le Kosovo, l'Algérie, en continuité avec ses principes, devrait accepter l'indépendance du Kosovo, autodétermination. Absolument. Ils sont avec les Serbes, du point de vue des principes des années 70, la Yougoslavie. Les Serbes qui se sont... On est toujours dans la doctrine des années 70. Tout à fait, tout à fait. Et donc, de la même manière, quand on parle de non-alignement, les principaux pays non alignés qui ont l'idée le mouvement non aligné, la Chine et l'Inde, sont aujourd'hui des pays qui sont émergents. Et pour la Chine, c'est pratiquement la première puissance économique mondiale en PPP. Donc ce sont des acteurs maintenant, des acteurs majeurs des relations internationales. Et d'ailleurs, ils ne remettent pas en cause les relations internationales telles qu'elles sont. Ils demandent simplement d'avoir la place qui correspond à la puissance qu'ils ont acquise. C'est différent. Ils ne sont plus comme dans les années 60-70 dans un schéma alternatif, en gros socialiste versus capitaliste, tout ça c'est fini. Ils sont plutôt dans ces relations internationales. Maintenant, nous pesons, ce que tout le monde reconnaît, et donc il faut rediscuter de tout. Et alors parce que le système qui a été mis en place sur lequel nous vivons, il est issu d'un certain rapport de force à la suite de la Seconde Guerre mondiale, dans lequel les États-Unis ont été le leader et ils ont mis tout un tas de mécanismes qui, par des droits de veto au FMI, à la Banque mondiale, dans toutes les institutions qu'ils ont créées à l'époque, leur donnent la possibilité de bloquer toute décision qui ne correspond pas à leurs intérêts. Tout ceci est remis en cause aujourd'hui, mais alors, de manière, je dirais, intelligente par les Chinois, parce qu'ils restent, plutôt favorables à... je vous rappelle que la Chine est sortie du sous-développement de manière spectaculaire, non pas en s'opposant au mécanisme du marché et au capitalisme international, mais au contraire en jouant un rôle fondamental dans son développement. C'est cette attitude qui leur a permis d'être aujourd'hui ce qu'ils sont. La Russie, par contre, n'a pas réussi la transformation qu'a réussi la Chine. Et là, sur cette question, je trouve que la classe politique en Algérie, je suis désolé de le dire, elle manque d'audace par rapport à ces questions-là, parce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas avoir un point de vue différent de ce point de vue obsolète qui continue à être mené comme ça, qui est celui de, de la neutralité. Qui n'est pas, il n'y a pas de neutralité. L'Algérie n'est pas neutre. Il faut arrêter de raconter. Il n'y a pas de neutralité. Effectivement, vous avez évoqué la question centrale, quand vous avez un pays qui s'équipe quasiment en totalité pour toutes ses forces armées d'équipement d'un seul pays, ça s'appelle une alliance. Une alliance stratégique. Ça ne date pas. Monsieur Imaginez ça ne date pas d'hier. Non, mais attendez, oui, je sais, mais personne n'a été dupe sur le non-alignement en Algérie. Il n'y a jamais eu de contradiction entre les positions de l'URSS à l'époque et de l'Algérie. Ils ne se sont jamais opposés sur quelque dossier que ce soit. Bon, mais est-ce que... des conflits bilatéraux avec la Russie sur la Monsieur vente des Lardari, on voit bien que les Américains il faut comprendre du point de vue de l'extérieur. Quand vous êtes... On ne peut pas parler tous en même temps, allez-y. Pardon. Oui. Monsieur Lardari. Je termine rapidement. Ce qu'il faut comprendre de point de vue de l'extérieur, quand vous êtes effectivement dans une telle alliance et que le fait nouveau, si vous voulez, c'est qu'il y a une guerre maintenant.
C'est ça le fait nouveau. Parce que jusqu'à présent, la Russie, même si on pouvait contester ses positions, etc., était un acteur du système international. Aujourd'hui, elle se marginalise par rapport à un certain monde. Elle est en conflit armé, dont on ne sait pas jusqu'où il peut aller. Et donc, à partir de là, la question de ceux qui sont en partenariat rapproché, pour ne pas dire alliance, se pose forcément objectivement. Et en particulier lorsqu'il s'agit de prendre des décisions aussi essentielles que de faire, par exemple, de l'Algérie l'un des fournisseurs essentiels d'un produit stratégique qui touche à la sécurité des États, sachant par ailleurs l'usage politique que nous avons fait dans un passé récent avec le Maroc, où on a coupé les approvisionnements en gaz avec le Maroc pour des raisons politiques, et après le froid qu'il y a eu avec l'Espagne, il y a eu quand même des répercussions économiques, des mesures de rétorsion. Tout ça n'est pas oublié. Des répercussions sur qui? Tout ça, des sur l'Espagne, entre l'Algérie et l'Espagne. Donc tout ça n'est pas sur oublié. Et donc aujourd'hui, dans le contexte... Dans le contexte... On est revenu au passeport, on est revenu au permis en papier, les puces qui étaient sur la... Il y a plein de secteurs qui ont cessé d'activité, qui ont importé d'Espagne. Et les pertes d'emploi qui vont avec. C'est mutuel. Mais bon, la vraie question qui est posée, tant qu'il n'y avait pas de conflit armé, tant que les choses n'étaient pas aussi tendues qu'elles le sont aujourd'hui, on pouvait jouer sur une ambiguïté stratégique. On pouvait avoir comme principal débouché, pour ne pas dire seul débouché, l'Europe, et par ailleurs avoir une alliance stratégique avec... Mais quand il y a un conflit, là il y a un problème. Et c'est un problème objectif. Quand il y a un conflit armé, je parle d'un conflit armé, on est dans un conflit armé. Oui, c'est malheureusement parce qu'ils n'ont pas pu régler les choses diplomatiquement qu'on en est arrivé à ce conflit international armé. Pour l'instant, l'Algérie n'a pas utilisé ses armes et j'espère que ça va durer. En attendant, je vous dis merci, messieurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même endroit. Bon week-end. Pour bien s'entendre, il faut bien s'y